Climater, deuxième partie, l'État sioniste. En ces années-là, le petit État improprement nommé Israël se révéla être quelque chose d'unique dans l'histoire. Il était gouverné, tout comme il le fut conçu, installé et en grande partie peuplé par des juifs sionistes non sémitiques de Russie, de la race des Khazars, fondée sur une tradition tribale datant de l'Antiquité avec laquelle ce peuple ne pouvait avoir aucun lien de sang imaginable. Il développa un chauvinisme féroce basé sur l'application littérale de la loi des Lévites dans l'ancienne Juda minuscule. Il n'avait pas d'existence en propre et dès le début vécut seulement des richesses et des armées que ces puissants sympathisants des grands pays occidentaux pouvaient soutirer à leur pays. Pendant ces années, il l'emporta sur les seigneurs de la guerre les plus belliqueux de l'histoire, dans des paroles et des actions guerrières dirigées par des hommes de la même origine que ceux qui exerçaient la terreur en Pologne et en Hongrie et dans le reste du monde, et menaça quotidiennement les 7 peuples sémites voisins de la destruction et l'asservissement prescrit pour eux dans le Deutéronome des Lévites. Et fit cela pour la croyance non dissimulée que son pouvoir dans les capitales occidentales était suffisant pour dissuader les gouvernements de ces pays de jamais contredire sa volonté et pour ordonner leur soutien en toutes circonstances. Il se comportait comme si l'Amérique en particulier était sa colonie, et les actes de ces pays se conformaient à cette idée. À l'intérieur de ses frontières, ses lois contre la conversion et le mariage mixte étaient celles du ô combien cité Hitler. Au-delà de ses frontières s'étendait une horde d'Arabes indigents qu'ils avaient repoussés dans le désert et dont le nombre s'éleva par les naissances à presque 1 million au cours de ces 8 ans. Par des massacres et des raids répétés, on rappela à ces populations et à leurs hôtes involontaires que le sort de Deir Yassin leur pendait au nez, aussi de détruire totalement hommes, femmes et enfants, ne laissant rien en vie qui respire. Les pays occidentaux, ses créateurs, murmurèrent des reproches tout en lui envoyant de l'argent et les moyens nécessaires à la guerre qu'ils prétendaient craindre. Ainsi, comme Frankenstein, ils créèrent l'organisme destructeur qu'ils ne pouvaient contrôler. Fondé sur l'imagination, le petit État n'avait pas d'existence réelle, juste le pouvoir de répandre le malaise de par le monde, qui dès le moment de sa création n'eut aucun véritable moment de répit pour sortir de la peur. Il commença à accomplir les paroles de la promesse ancienne. À partir d'aujourd'hui, je répandrai la terreur et la crainte de toi parmi les peuples qui sont sous tous les cieux et qui seront l'angoisse à cause de toi. Abandonné à ses propres ressources, il se serait effondré, tout comme le foyer national juif des années de l'entre-deux-guerres se serait effondré. L'envie puissante de le quitter une fois encore commença à surmonter l'envie puissante d'y entrer, et cela en dépit du pouvoir du chauvinisme, qui pendant un temps triomphe de presque toutes les autres impulsions chez ceux qui y cèdent. En 1951, déjà, les départs auraient dépassé les arrivées, excepté que l'ouverture incroyable mentionnée plus tôt, New York Herald Tribune, en avril 1953, se fit alors dans le rideau de fer, où les ouvertures n'ont guère lieu, à moins d'être intentionnées. L'État communiste révolutionnaire avait à l'évidence un but calculé en réapprovisionnant l'État sioniste révolutionnaire avec des habitants à cette période. Néanmoins, en 1952, 13 000 immigrés partirent et seulement 24 470 entrèrent. Et en 1953, la dernière année pour laquelle je possède des chiffres, l'immigration dépassa l'immigration. Selon l'agence juive, un certain docteur Benjamin Avniel, prenant la parole à Jérusalem, dit au mois de juin que dans les 5 premiers mois, 8 500 immigrants étaient arrivés et 25 000 personnes étaient parties. C'était l'évolution naturelle si Israël était livré à elle-même, car elle n'avait rien d'autre à offrir que le chauvinisme. Le portrait des conditions de vie sur le territoire est donné par les autorités juives. M. Moshe Smilansky, fort de 60 ans d'expérience en Palestine, écrivit dans la Jewish Review de février 1952, ouvrez les guillemets, quand le mandat britannique a pris fin, le pays était riche, les entrepôts alimentaires privés et gouvernementaux étaient pleins,
et il y avait un bon stock de matières premières. Le pays avait 30 millions de livres à la Banque d'Angleterre, en plus de fonds britanniques, américains, français en grande quantité. La monnaie en circulation était d'environ 30 millions de livres, qui avait la même valeur que la livre sterling. Le gouvernement mandataire nous a laissé un héritage de valeur, le port profond d'Haïfa, 2 digues à Jaffa et Tel Aviv, des chemins de fer, de nombreuses routes et des bâtiments gouvernementaux de qualité, des terrains d'aviation militaire et civile très bien équipés, des casernes militaires de qualité et les raffineries de Haïfa. Les Arabes qui ont fui ont laissé derrière eux 5 millions de dunans de terres cultivables, comprenant des vergers, des orangerais, des oliveraies, des vignes et des arbres fruitiers, environ 75 000 maisons d'habitation en ville, dont certaines très élégantes, environ 75 000 magasins, usines et biens mobiliers, des meubles, des tapis, des bijoux, etc. Tout ceci représente de la richesse. Et si nous, en Israël, sommes tombés dans la pauvreté, nous accusons l'exercice centralisation bureaucratique, la restriction de l'entreprise privée et la promesse d'un régime socialisant pour notre époque. En avril 1953, M. Hurwitz du Parti révolutionnaire d'Israël parla devant une audience juive à Johannesburg de la dégradation de l'État sioniste et dit qu'il ne pouvait rester aveugle à cette situation alarmante. Ouvrez les guillemets, économiquement le pays est au bord de la faillite, l'immigration a diminué et durant les derniers mois, il y a eu plus de gens qui ont quitté le pays qu'il y en a qui sont rentrés. De plus, nous avons 50 000 chômeurs et des milliers de plus qui sont au chômage partiel. On pourrait comparer ces deux citations. J'en ai des nombreuses autres de teneurs similaires venant de résidents juifs à l'image de la vie en Israël que les populations occidentales recevaient de leurs hommes politiques. Un certain M. Clement Davis, leader du Parti libéral britannique, qui avait 401 sièges à la Chambre des communes en 1906 et 6 sous son leadership en 1956, devant une audience juive à Tel Aviv, saluait les progrès en cours dans l'État juif qui pour lui semblait être un miracle de progrès le long de la voie de la restitution du pays à une terre où coulait le lait et le miel, publié dans le même journal juif que les remarques de M. Hurwitz. À la même période, M. Franklin Roosevelt Jr., en campagne électorale à New York, où le vote juif est considéré comme décisif, dit ouvrez les guillemets, Israël est une parcelle de vie et d'espoir dans l'océan des populations arabes grouillantes. Elle vend la liberté pour le monde libre avec plus de succès que toute la propagande que nous avons pu envoyer des États-Unis d'Amérique. M. Adlai Stevenson, faisant campagne pour la présidence de 1952, dit au public sioniste qu'Israël a accueilli parmi elles à bras ouverts et chaleureusement tout son peuple en recherche d'un refuge contre l'adversité. L'Amérique ferait bien de prendre exemple concernant ses propres politiques d'immigration sur la générosité de la nation d'Israël et nous devons œuvrer dans ce but. La seule signification possible à cela est que le peuple américain devrait être chassé des États-Unis et qu'on devrait rendre leurs terres aux Indiens nord-américains. Un autre aspirant à la présidence, un certain M. Stuart Simbenton, qu'en Israël est un exemple de la manière dont la détermination, le courage et l'action constructive peuvent finir par l'emporter pour les idéaux démocratiques, au lieu d'abandonner le terrain à l'impérialisme soviétique. À environ la même période, les professeurs de l'État d'Israël étaient en train de chanter le drapeau rouge par décret gouvernemental le 1er mai, tandis que les politiciens de Washington et de Londres fulminaient contre l'antisémitisme derrière le rideau de fer. Face à l'inversion prolongée de la vérité par les hommes politiques de tous les partis d'Amérique et d'Angleterre et de France, seules les protestations juives, comme dans les décennies précédentes, se firent entendre pour la raison donnée auparavant, qui est que l'on empêcha efficacement les écrivains non juifs de publier de telles protestations. M. William Zuckerman écrivit, ouvrez les guillemets, la théorie générale acceptée selon laquelle l'émergence de l'État d'Israël servirait à unifier
et a cimenté le peuple juif s'est révélée fausse. Au contraire, le congrès sioniste de Jérusalem 1951 a démontré de manière dramatique que la création d'un État politique juif après 2000 ans a introduit une nouvelle et puissante distinction que les Juifs en tant que groupe n'ont pas connue depuis des siècles, et qu'il est probable qu'Israël se séparera plutôt qu'elle s'unira qu'elle unira les Juifs à l'avenir d'une façon quelque peu mystique. Israël est censé avoir une juridiction unique sur les 10 à 12 millions de Juifs qui vivent dans tous les pays du monde en dehors d'Israël et doit continuer à s'agrandir en apportant des Juifs du monde entier, peu importe s'ils vivent heureux dans leur pays actuel. Les Juifs qui vivent dans ces pays depuis des générations et des siècles doivent, selon cette théorie, être rachetés de l'exil et amenés en Israël pour un procédé d'immigration de masse. Les leaders israéliens de tous les partis, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, y compris le Premier ministre Ben Gourion, ont commencé à exiger que les Juifs américains, et particulièrement les sionistes, tiennent leurs engagements envers l'ancienne patrie, quittent l'exil américain et s'installent en Israël, ou au moins y envoient leurs enfants. Le congrès de Jérusalem a officiellement marqué la fin de la gloire du sionisme américain et l'inauguration d'une période d'intense nationalisme moyen-oriental, façonné sur le modèle de feu de Vladimir Jabotinsky, qui rêva d'un grand État juif sur les deux rives du Jourdain pour y inclure tous les Juifs et pour devenir la plus grande puissance militaire du Proche-Orient. M. Lenzing Rosenwald protesta de façon similaire. Ouvrez les guillemets, nous déclarons notre invariable opposition à tous les programmes destinés à transformer les Juifs en un bloc nationaliste ou intérêt particulier dans l'État étranger d'Israël. La politique dictée par M. Ben Gourion pour le sionisme américain encourage le sionisme à intensifier leurs efforts pour organiser les Juifs américains en bloc de pression politique indépendant aux États-Unis. Ce programme est destiné à transformer les Juifs américains en colonies spirituelles et culturelles d'un État étranger. Nous pensons que le nationalisme juif est une distorsion de notre foi, la réduisant depuis des dimensions universelles aux dimensions d'une secte nationaliste sioniste. Les protestations juives, c'était tout naturel, étaient suscitées par la crainte de l'effet du sionisme en tant que générateur de discorde sur les Juifs. Cela n'était qu'un aspect infime du problème. Le véritable danger du sionisme se trouvait dans sa capacité à diviser les nations du monde et à les détruire entre elles et à les amener à entrer en collision catastrophe dans laquelle les grandes populations de l'humanité seraient impliquées dans une proportion de 100 ou d'un millier pour chaque juif. Décrite, cette évidente probabilité était une hérésie dans les années 1950 et les protestations non-juives restèrent impubliées tandis que les protestations juives furent inefficaces. En 1953, le journal juif de New York, Commentary, fut ainsi en mesure d'annoncer que la catastrophe prévisible s'était rapprochée un peu plus en ces termes. Ouvrez les guillemets, la survie et la colonisation d'Israël sont devenus un élément définitif de la politique étrangère des États-Unis et aucun résultat ou changement électoral n'affecteront cela. Voilà, une fois encore, le mystère référence à un pouvoir supérieur à tous les présidents, premiers ministres répartis sur lesquels j'ai attiré l'attention plus haut. C'est ce que M. Léopold Amery, l'un des ministres britanniques responsables de la Palestine durant la période de l'entre-deux-guerres, dit un jour. La politique est fixée et ne peut changer. Le secret intime de toute l'affaire est connu dans ces affirmations menaçantes, dans lesquelles l'accent d'autorité et de connaissance supérieure est clair. Elles sont laconiques, mais spécifiques et catégoriques, et expriment la certitude que l'Occident ne peut et ne voudra se retirer du jeu de l'ambition sioniste en aucune circonstance. La certitude doit reposer sur quelque chose de plus solide que les menaces ou même la capacité à influencer le vote juif et la presse publique d'une façon ou d'une autre. Le ton est celui des maîtres qui savent que les galériens doivent faire ce qu'on leur ordonne parce qu'ils sont enchaînés et ne peuvent s'échapper. Le New York Times, dont j'estime qu'il s'exprime avec autorité au nom du pouvoir juif dans le monde, a souvent fait allusion à cette secrète entente ou capitulation ou
cela puisse être dans sa nature, par exemple, ouvrez les guillemets, en essence le soutien politique que l'État d'Israël est aux États-Unis rend toute décision antagoniste aux intérêts israéliens impossible à envisager pour une administration américaine. 1956. Si cela fait juste allusion au contrôle de la machine électorale, cela veut dire que la méthode de gouvernement parlementaire par les élections libres a été complètement falsifiée. À mon avis, c'est le cas en Occident en ce qui concerne le présent siècle. Cette situation en Occident, cela a permis au nouvel État de survivre. Il a été maintenu en vie par des infusions d'agents venus d'Amérique, comme Ontari, cité plus haut, a déclaré qu'en juin 1953, l'aide totale du gouvernement des États-Unis à Israël s'élevait à 293 millions, avec un supplément de 200 millions sous la forme de prêts bancaires à import-export. Le représentant du programme d'assistance technique du président Truman à Jérusalem déclara en octobre 1952 qu'Israël avait reçu la plus grosse part d'entre tous les pays du monde proportionnellement à sa population et plus que tous les États du Moyen-Orient additionnés. Le New York Herald Tribune 12 mars 1953 dit que le montant total d'argent américain, y compris les prêts et les cadeaux personnels, se monta à plus de 1 milliard de dollars durant les 5 premières années de l'existence d'Israël, qui ainsi ajouta, le journal fut assuré. En plus de tout cela vint le tribut annuel allemand soutiré par le gouvernement américain, 520 milliards de livres israéliennes. Je n'ai pu trouver les chiffres officiels pour le total cumulé jusqu'en 1956. Le délégué syrien aux Nations Unies, après l'une des attaques sionistes de cette année, a dit que depuis 1948, un flot de 15 milliards coule des États-Unis jusqu'en Israël sous forme de contributions, de subventions, de bons et de prêts. Même ce chiffre exclut les paiements allemands et autres formes de tributs occidentaux. On n'a jamais vu rien de tel dans le monde auparavant. Un État financé ainsi depuis l'étranger peut bien se permettre financièrement d'être belliqueux, et l'attitude menaçante du nouvel État n'a été rendue possible que par cet afflux massif d'argent occidental, principalement américaine, anglaise, assuré de ce soutien financier sans réserve et d'un soutien politique à Washington qui ne pouvait changer. Le nouvel État mit en œuvre son ambition grandiose, restaurer dans sa pleine puissance au XXe siècle de notre ère la nouvelle loi promulguée par les Lévites dans le Deutéronome en 621 avant Jésus-Christ. Tout ce qui viendrait serait l'accomplissement de cela. Les khazars mongols devaient voir que Jéhovah honorait son contrat tel que les Lévites l'avaient publié, et ce qui suivit fut en fait un acompte provisionnel sur cet accomplissement. La vision des païens amenant les trésors terrestres à Jérusalem commença à devenir réalité sous forme d'argent américain, le tribut allemand et du reste. Avec un porte-monnaie ainsi bien rempli, le petit État commença à poursuivre le fantasme d'un accomplissement entier et littéral, qui est le de voir au moment de la fin miraculeuse tous les grands de la terre rabaissés, Sion toute puissante, et tous les Juifs rassemblés. Il rédigea la charte de son rassemblement, la loi de la nationalité qui rendait israéliens tous les résidents juifs de l'État sioniste, et la loi du retour qui revendiquait Israël pour tous les juifs partout dans le monde, et dans les deux cas, qu'ils le veuillent ou non. Telles étaient les lois qui, tels des fantômes issus des ghettos disparus, alarmèrent M. Zuckerman et M. Rosenwald. Elle exprime la plus grande ambition jamais proclamée par aucun État dans l'histoire, et le Premier ministre, un certain Ben Gourion de Russie, fut explicite à ce sujet en de nombreuses occasions. Par un exemple de son message du 16 juin 1951 aux sionistes d'Amérique. Ouvrez les guillemets, une opportunité rare a été donnée à notre organisation pour ouvrir la voie à un mouvement sioniste unificateur et uni qui se tiendra à la tête de la communauté juive américaine à la grande époque qui s'ouvre au peuple juif avec l'établissement de l'État et le début du rassemblement des exilés à l'intérieur de ce dernier. Le rabbin
Yvel Silver, proche collaborateur du président Eisenhower, exprima la satisfaction particulière que M. Ben-Gurion accepte maintenant la vision que les tâches principales du mouvement sioniste, c'est le cas jusqu'à maintenant, inclut le programme complet et non tronqué du sionisme. À New York, en juin 1952, M. Ben-Gurion fut plus explicite, ouvrez les guillemets, l'État juif n'est pas l'accomplissement du sionisme. Le sionisme englobe tous les juifs en tout lieu. Le second président d'Israël, M. Ben-Zvi, lors de son investiture en décembre 1952, dit, ouvrez les guillemets, le rassemblement en Israël des exilés demeure toujours notre tâche centrale et nous ne reculerons pas. Notre tâche historique ne sera pas accomplie sans l'assistance de la nation entière en Occident et en Orient. Le monde aurait lancé un concept de protestation si un Kaiser ou un Hitler avait dit de telles choses. L'ambition exprimée par des paroles telles que le programme complet et non tronqué du sionisme est en fait illimitée, car c'est le programme politique contenu sous l'apparence d'un contrat avec Jéhovah dans la Torah. La domination mondiale des païens exercée depuis un empire s'étend du Nil à l'Euphrate. Le soutien des gouvernements occidentaux a amené à la réalité ce qui autrement serait la prétention la plus absurde de toute l'histoire, que les hommes politiques occidentaux comprissent la pleine signification de ce qui faisait semblant impossible jusqu'à 1953, lorsqu'une déclaration fut faite qui sous-entendait cette pleine compréhension. En mai 1953, M. Winston Churchill, alors Premier ministre britannique, se disputait avec le Premier ministre égyptien à propos du canal de Suez et le menaça non pas de châtiment britannique, mais de châtiment juif sioniste. Il parla au Parlement de l'armée israélienne comme la meilleure du Levant et dit que rien de ce que nous ferons dans l'approvisionnement en avions de cette partie du monde ne permettra à Israël soit placé en position désavantageuse. Puis il ajouta dans ces termes très analogues à ceux de M. Ben-Gurion et du rabbin Hillel Silver qu'il, ouvrez les guillemets, attendait l'accomplissement des aspirations sionistes. En aparté, voilà probablement l'engagement le plus grand jamais pris par un chef de gouvernement au nom d'une nation peu soupçonneuse. Le Parlement israélien fit immédiatement part de sa satisfaction concernant, ouvrez les guillemets, l'attitude amicale de Churchill envers le gouvernement israélien actuellement et envers le mouvement sioniste durant toute son existence. Le public d'Angleterre lut ces mots sans comprendre si jamais il les lut et stupéfaire de nombreux juifs, parmi lesquels même Abraham, qui est en révisionniste au long cours, aurait pu logiquement être ravi. Les révisionnistes poursuivent ouvertement l'ambition de feu de Jabotinsky, un grand État juif sur les deux rives du Jourdain pour y inclure tous les juifs et pour devenir la plus grande puissance militaire du Proche-Orient. William Zuckerman. M. Abraham demanda avec étonnement et même avec un soupçon d'inquiétude si les paroles de Churchill étaient vraiment sincères, disant, ouvrez les guillemets, le Premier ministre est un vieil étudiant de la Bible. Il sait très bien que les aspirations sionistes demeureront inaccomplies jusqu'à ce qu'Israël soit pleinement rétabli à l'intérieur des frontières historiques de la terre des distribus. Cette aspiration, bien sûr, ne peut être accomplie sans guerre universelle, et c'est manifestement la raison pour laquelle M. Abraham fut interloqué et presque atterré. Les paroles de Churchill, si elles étaient réfléchies et délibérément attentionnées, signifiaient le soutien à l'ambition grandiose dans toute sa littérature, et le prix ultime de cela ne pourrait être que l'extension de l'Occident tel qu'on l'a toujours connu. L'événement du 30 octobre 1956, bien qu'il fût ordonné par l'héritier désigné de Sir Winston, semble montrer que les paroles de M. Churchill, au mois de mai 1953, avec tout ce qu'elles présageaient pour son pays, étaient prononcées sérieusement si l'Occident, tel que ces paroles le laissaient à entendre, était secrètement employé à l'accomplissement inconditionnel des aspirations sionistes, cela pouvait seulement signifier une guerre plus importante que l'Occident ait encore jamais subie, dans laquelle ses armées joueraient le rôle de pions dans un jeu désastreux, dans le but de diviser les peuples chrétiens
d'écraser les peuples musulmans, d'installer l'empire sioniste et ensuite de servir de génissaire à ce dernier. Dans ce grand jeu risqué, on attendrait des juifs partout dans le monde, de quelque côté de l'apparence ligne de combat qu'ils se trouvassent, qu'ils agissent dans l'intérêt primordial de Sion, tel des Sayanim, selon la loi du retour. On peut avoir une idée de ce que cela pouvait signifier dans un article publié dans le Jewish Herald de Johannesburg le 10 novembre 1950 à propos d'un épisode secret de la Seconde Guerre. Selon cet article, quand la production d'armes atomiques démarra, une proposition fut faite au Dr Weizmann de rassembler quelques-uns des scientifiques juifs les plus éminents afin d'établir une équipe qui négocierait avec les alliés dans les intérêts de la communauté juive. J'ai vu le projet dessiné dans ses grandes lignes et soumis au Dr Weizmann par un scientifique qui avait lui-même atteint une certaine renommée dans le domaine de l'invention militaire. La menace est claire. Avec de telles paroles quant à l'accomplissement de ses aspirations sionistes par ses moyens ou d'autres, le docteur Nahum Goldman, leader de l'organisation sioniste mondiale, fit une déclaration significative devant une audience juive à Johannesburg en 1950. Décrivant une intervention avec Ernest Bevin, alors ministre des Affaires étrangères, le docteur Goldman dit, ouvrez les guillemets, ce minuscule pays Israël est un pays vraiment unique. Sa position géographique est unique. Du temps où M. Bevin tentait d'obtenir l'État juif avec le consentement du gouvernement britannique et au cours de l'une des discussions privées que j'eus avec lui, il dit, ouvrez les guillemets, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de me demander? Vous êtes en train de me demander de vous donner la clé de l'une des régions les plus vitales et stratégiques au monde. Et j'ai répondu, ouvrez les guillemets, il est écrit ni dans le Nouveau ni dans l'Ancien Testament que c'est la Grande-Bretagne qui doit avoir cette clé. M. Churchill, si ses paroles étaient pleinement intentionnelles, était apparemment prêt à tendre la clé, et après la mort de M. Bevin, tous les autres à Washington et Londres semblaient tout aussi près. Les effets sont déjà clairement visibles et prévisibles, et ces effets ne peuvent plus être excusés par le hasard. Ici, un grand projet s'avance clairement vers son accomplissement ou son fiasco, avec les grandes nations d'Occident faisant office d'escorte armée, elles-mêmes assurées d'être humiliées si ce projet réussit. Elle ressemble à un homme qui prend un travail à condition que son salaire baissera si l'entreprise prospère. À chacune de ces étapes de mauvais augure, cette aventure a été discutée en tant que projet parmi les initiés. J'ai précédemment cité les paroles de Marx Nordau au 6e congrès sioniste de 1903. Ouvrez les guillemets. Laissez-moi vous montrer les barreaux d'une échelle qui mène toujours plus haut. La prochaine guerre mondiale, la conférence de paix où, à l'aide de l'Angleterre, une Palestine libre et juive sera construite. 25 ans plus tard, un sioniste important en Angleterre, Lord Melchett, parla sur le même ton de la connaissance secrète aux sionistes de New York. Ouvrez les guillemets, si je m'étais tenu là en 1913 et que je vous ai dit venez à une conférence pour discuter de la reconstruction d'un foyer national en Palestine, vous m'auriez regardé comme un rêveur oisif, même si je vous ai dit en 1913 que l'archiduc d'Autriche serait tué et que tout ce qui suivrait viendrait la chance, l'opportunité et l'occasion d'établir un foyer national pour les Juifs en Palestine. Ne vous êtes-vous jamais dit combien il était remarquable que du bain de sang mondial cette opportunité soit née? Croyez-vous vraiment que nous ayons été ramenés en Israël par un simple coup de chance? C'est Jewish Chronique, 9 novembre 1928. Aujourd'hui, la troisième guerre mondiale, si elle arrive, ne sera de toute évidence pas un coup de chance. La succession de causes menant en conséquence et l'identité du pouvoir contrôlant ont été rendues visibles par l'écoulement fluide du temps. 31 ans après la déclaration impériale de Lord Melchett, je me trouvais par hasard février 1956 en Caroline du Nord, et seulement grâce à ce hasard et le journal local, j'ai été mis au courant d'un commentaire dans la même veine, apparemment inspiré d'une source olympienne similaire, à propos de la Troisième Guerre.
M. Randolph Churchill, le fils de Sir Winston, était à cette période en visite chez l'ami de sa famille, un M. Bernard Barouge, dont la résidence est la baronnie de Little Hopcow, en Caroline du Sud. En sortant de son entrevue avec cette autorité, M. Randolph Churchill déclara à Associated Press 8 février 1956 que, ouvrez les guillemets, la situation tendue du Moyen-Orient pourrait éclater en conflit armé à tout moment. Mais je ne pense pas que la civilisation va aller en trébuchant vers la prochaine guerre. La Troisième Guerre mondiale, si elle arrive, sera froidement calculée et planifiée plutôt qu'accidentelle. En arrière-plan de l'accomplissement, le paiement du tribut par les grandes nations du monde et la déclaration que tous les juifs du monde étaient ses sujets, le nouvel État donna la garantie de son intention de rétablir les frontières historiques par la parole et l'acte. Aucun belliciste occidental n'utilisa jamais de tels termes. M. Ben Gurion proclama à Johannesburg, Greenwich Herald, 24 décembre 1952, qu'Israël, ouvrez les guillemets, ne permettrait sous aucune condition le retour des émigrants arabes. Les habitants d'origine, quant à Jérusalem divisée entre les sionistes et les Jordaniens pendant l'internationalisation sous l'administration des Nations Unies. Pour nous, l'avenir de cette ville est aussi fixé que celui de Londres, en dépit de ses frontières ridicules. Ce ne peut être un problème pour les négociations. Les exilés à l'étranger devraient être rassemblés au rythme de 4 millions d'immigrants les 10 prochaines années. Le ministre des Affaires étrangères, M. Moshe Charette, juin 1952, ou dans les 10 à 15 prochaines années, déclara-t-il à une autre occasion. 2 guerres mondiales avaient été nécessaires pour mettre en place le foyer national et l'État successivement, et pour y faire entrer quelques 1 500 000 juifs sionistes. Ces indices signifiaient une autre guerre mondiale dans les 15 ans ou plus tard, car par aucun autre moyen autant de juifs ne pouvaient être arrachés au pays où ils vivaient. Quant au coût de leur transfert, M. Ben Gurion dit que cela coûterait entre 7 000 et 8 000 millions de dollars au taux actuel, équivalent à la totalité de la dette nationale italienne et environ 5 fois la dette nationale britannique en 1914. Il se tournait vers la communauté juive américaine pour fournir cet argent. De toute évidence, même la communauté juive américaine ne pouvait trouver pareille somme. Elle ne pouvait être obtenue que des contribuables occidentaux. Tout ce qui était dit était donc une menace de guerre aux Arabes voisins. Et cela avait un sens spécial quand c'était dit, et cela le fut souvent. M. Menahem Begin, chef du groupe d'activistes ou de tueurs qui avait perpétré le massacre de Deir Yassin, officiellement désavoué à l'époque, il avait été honoré dans le nouvel État et avait formé un parti politique majeur, le Hérout, à son parlement. Par conséquent, les Arabes savaient exactement de quoi ils étaient menacés quand M. Begin leur parlait. Je vais donner un exemple typique. En mai 1953, il menaça le roi de Jordanie, âgé de 18 ans au moment de son couronnement, de mort sur la loi du Deutéronome qui guida l'acte de Deir Yassin, prenant la parole lors d'un rassemblement de masse dans la partie sioniste de Jérusalem. À un jet de pierre des frontières jordaniennes, M. Begin dit, ouvrez les guillemets, à cette heure, un couronnement est en train d'avoir lieu, celui d'un jeune arabe en tant que roi de Gilead, Bazam, Naplouse, Jéricho et Jérusalem. Le moment est approprié pour déclarer à ses oreilles et à celles de ses maîtres, ouvrez les guillemets, nous reviendrons et la ville de David sera libérée. L'allusion obscure pour les lecteurs occidentaux est explicite pour n'importe quel arabe ou juif se réfère à un verset du 3e chapitre du Deutéronome, ouvrez les guillemets, le roi de